Aujourd'hui à l'émission, je m'entretiens avec un animateur télé et radio qui va nous expliquer comment il est devenu l'artiste de sa vie. Un peu plus tard, on aura la capsule du coach avec Normand Laudia qui va nous apprendre aussi comment se faire plus confiance. Et pour conclure, je vous lance l'invitation à une conférence qui promet d'être plus qu'inspirante. Bienvenue à Motivation Québec, le show. On peut dire que mon invité d'aujourd'hui était né pour devenir un artiste. Élevé par une famille à Sherbrooke qui chantait dans une petite église du coin, il n'a pas bronché lorsque les opportunités s'offraient à lui. En passant par l'animation avec les grandes gueules, la mise en scène de Beatles Story et même la composition de plusieurs chansons, il a récemment décidé de publier un livre intitulé « Être l'artiste de sa vie ». Richard Turcotte, bienvenue à l'émission. Merci, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Oui, ça va très, très bien. Merci de m'accueillir. Bien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et Richard, d'entrée de jeu, je l'ai dit, tu es élevé par une famille à Sherbrooke qui chantait dans une petite église. Raconte-moi justement ton enfance, ton adolescence et ton ascension vers le monde artistique. Bien, c'est sûr que dit comme ça, j'ai l'air d'avoir été élevé par un père preacher, mais c'est pas ça. Mon père jouait de l'orgue. Okay. Puis il jouait de l'orgue à l'église, puis ma mère, c'était celle qui voulait à chaque semaine aller à l'église. Fait que nous autres, tout le monde se retrouvait à l'église. Les frères le et sœurs dimanche. chantaient aussi. J'ai deux frères plus vieux, fait que eux autres, automatiquement, se sont retrouvés dans la chorale, parce que qui dit orgue, il y avait chorale de jeunes en arrière. Oui. Et puis moi, j'avais 2 ans, puis je regardais mes frères, tant qu'à être là dans le banc, à rien faire, j'ai dit, ben moi, je veux chanter dans la chorale, mais à 2 ans, c'est plus des sons que d'autres choses. Fait que moi, c'était plus des onomatopées, tu sais. J'y allais à l'oreille pas mal, mais j'avais le même kit que les autres, tu sais, le petit pantalon noir avec le bottillon blanc, puis le petit collet roulé blanc. J'étais pareil. Okay. Puis je suis devenu un peu la mascotte, si tu veux, de la chorale, parce que j'étais vraiment le plus petit de la gang. Puis mon frère Denis, qui a 4 ans plus vieux que moi, lui, était soliste. Donc, à un moment donné, il y avait une chanson qu'il chantait tout seul, tu sais, puis c'était son solo. Puis après quelques années, il a quitté. Ça ne tentait plus de chanter. Là. Okay. Fait que moi, j'étais encore dans le chorale, donc je suis devenu soliste à sa place. J'étais obligé de monter sur un cajot de pommes, tu sais, pour atteindre le micro, parce que sinon, j'étais pas capable. Fait que de fil la musique a été déjà en moi, si on veut, ou dans mon entourage, dès le jeune âge. Puis après ça, mon autre frère, Daniel, qui a 6 ans plus vieux que moi, lui a toujours trippé sur la musique aussi. Puis il est devenu DJ. Puis il s'est acheté une disco mobile. Fait que chez nous, dans le sous-sol, il y avait sa chambre, mais il y avait une disco mobile dans la chambre. Fait que c'était assez particulier. Ça devait être le party à chaque fin de semaine. Ouais, plutôt quand mes parents étaient partis, parce qu'ils trouvaient ça fort un peu. Ouais. Mais oui, effectivement, quand les parents n'étaient pas là, mon frère s'en donnait à cœur joie. Puis tant et si bien que j'ai commencé aussi avec lui à m'intéresser à ça. Et à un moment donné, il a dû quitter, fait que j'ai acheté sa disco mobile. Okay. Donc à 15 ans, j'avais ma propre disco mobile avec un de mes chums, Gabi, qui lui en avait 16. Puis j'étais content d'avoir comme partenaire parce que lui, sa mère avait une vanne. Fait qu'on avait quelque chose pour transporter notre disco mobile. C'était pratique. Oui. Puis ce qui est particulier aussi, c'est que mon frère, Daniel, toujours dans sa chambre, avait le câble. Donc à Sherbrooke, on pouvait écouter la radio de Montréal. Puis on écoutait les montages, entre autres, de Alain Bourque. C'était des montages musicaux qui pouvaient durer une demi-heure. Puis mon frère vouait un culte à Alain Bourque. C'est bizarre et spécial la vie parce que plus tard, Alain Bourque, j'ai travaillé avec lui, avec les Grandes Gueules aussi. C'était lui qui faisait la mise en onde, la réalisation du show des Grandes Gueules. Fait que j'ai travaillé avec lui peut-être 7 ans, 8 ans. OK, wow. Oui, fait que je disais, wow, j'ai travaillé avec le maître que j'écoutais quand j'étais petit, tu sais, puis on se disait, wow, ce gars-là est extraordinaire. Fait que c'est drôle. Donc, comment c'est un peu vie... un de tes mentors ou quelqu'un qui t'a un peu enseigné le métier d'animateur? Oui, parce qu'on apprend de tous ceux et celles, selon moi, qui nous entourent. Mais mon mentor premier s'appelle Richard Marquis. Moi, j'avais fait un cours privé à Sherbrooke en animation radio-télé. Okay. Puis j'avais dit, OK, mais je fais quoi après? Puis mon professeur avait dit, va donc essayer de faire un stage d'observation à Radio Énergie parce que tu as vraiment ce casting-là, ce son-là. C'est pas OK. Fait que je connaissais quelqu'un qui travaillait là. J'ai réussi à m'immiscer puis me rendre là. Puis quand j'ai fait mon stage d'observation, j'étais du côté, justement, du metteur en ondes, du réalisateur, qui est Richard Marquis, qui aujourd'hui est le réalisateur de l'émission de Paul Arcand. Ah oui? OK. Oui. Puis ça a cliqué tout de suite. On a vu tout de suite l'étincelle dans l'œil de l'autre, puis on s'est dit, oh, là, il y a quelque chose là-dessous.
Puis il y a 2 bases de DJ aussi. Lui était un DJ jadis, moi aussi. Fait que on est devenus vraiment amis. Il m'a montré par les soirs, les nuits, comment fonctionnait la radio. Puis on faisait des montages, on faisait des parodies. Puis déjà, j'écrivais les parodies, je faisais des voix. Puis lui, le lendemain matin, dans l'émission du matin, à Énergie, bien, il mettait ça en ondes, puis il était bien content, tu sais. Fait que c'était un peu la base de tout ce que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire d'écrire et composer des chansons, puis de faire de la radio, tu sais. Ben oui, effectivement. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décroché un poste d'animateur auprès des grandes gueules? Parce que veux pas, c'est prestigieux, ce sont des animateurs d'expérience. Ce n'est pas n'importe qui décide de travailler avec eux. Donc, comment ça s'est passé, justement? Bien, c'est une marche à la fois, tu sais. Moi, j'ai commencé à faire de la radio vraiment au bas de l'échelle. À Sherbrooke, je faisais, on appelait ça l'opération du week-end. Dans le temps, c'était des cassettes. Fait que moi, je mettais les publicités locales sur une émission réseau qui arrivait de Montréal. Puis que si on avait écouté leur publicité, ça aurait été des commerces de Montréal. Donc, nous autres, puisqu'on était à Sherbrooke, il fallait couper le signal de Montréal. Puis, gérer les pauses. C'est-à-dire que si on avait 3 minutes et demie de pause, bien, on mettait des publicités locales jusqu'à 3 minutes et demie, puis ainsi de suite. Fait que j'ai fait ça. Ensuite, je suis allé en Abitibi faire à peu près tout ce qui existe comme poste dans un... Régional? Oui, absolument. Mais à Énergie, Abitibi, à Rouyn-Noranda, là, je faisais de l'animation, à peu près de tout. De tout, oui. Oui. Puis après ça, je suis revenu dans l'émission du matin en Estrie. Puis les Grandes Gueules faisaient une tournée pour leur spectacle. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'à chaque ville où ils allaient, où il y avait une radio Énergie, bien, ils s'invitaient, bien, on était très contents, qu'ils viennent dans l'émission du matin. Fait que ça moussait, évidemment, les ventes de leur spectacle du soir dans la salle locale. Puis nous autres, bien, ça nous donnait un bon show aussi. Mais moi, comme mon chum Richard Marquis était devenu leur réalisateur à eux autres, j'avais un bon contact. Ça a facilité les choses, oui. Bien oui, mais ce qui a fait que j'étais très préparé quand je les ai reçus. Puis moi, je faisais la console à l'époque aussi, en plus d'animer. Puis c'était toutes des cassettes, des disques, c'était physique. Il n'y avait pas d'ordinateur, là. Fait que je me souviens qu'il m'a dit... On était un petit peu en casting à ce moment-là parce qu'il y avait de la misère avec leur émission du matin à Montréal. Fait qu'ils ont envoyé l'animateur Pierre Pagé dans l'émission du matin. Là, ils cherchaient quelqu'un pour les Grandes Gueules. Fait qu'ils en faisant leur tournée, ils étaient en casting un peu. Puis il m'avait dit, on avait été bien impressionnés du fait que tu étais capable d'opérer la console et d'avoir de la répartie en plus. Parce que c'est ça, avec les Grandes Gueules, ça prend de la répartie. Si tu peux pas laisser tomber la balle, il faut que tu la fasses rebondir. Exactement. Parce que la balle, elle arrive vite, là, tu sais. Fait que c'est là où ils sont venus me chercher, finalement. Ben oui, et tu as animé avec eux pendant plusieurs années. Après, tu as eu des apparitions télé avec Salut Bonjour. Et même aujourd'hui, tu as ton émission à Z-Télé avec les pires chauffeurs québécois. Justement, j'ai le goût de te poser la question, toi qui fais de la télé, de la radio, de la mise en scène, même de la composition de musique, ça ressemble à quoi une journée de Richard Turcotte du matin au soir? Parce que je me demande si 24 heures, c'est assez pour toi dans une journée. Oui, bien, depuis que je fais plus de radio, puis que je fais les pires chauffeurs québécois, ça s'enregistre à l'avance. Donc, là, je suis en train de tourner la saison 2 des pires chauffeurs québécois. Mais c'est des journées un peu bizarres parce qu'ils sont totalement différentes d'une journée à l'autre. Donc, tu vois, je viens de finir 4 journées de tournage. On arrivait sur le plateau à 6 h le matin, mais on sortait à 6 h le soir. Puis on était dehors, puis il faut que tu prévois l'habillement en conséquence, tout ça, mais quand ça arrive, tu n'as pas le temps de rien faire d'autre. Tu oublies le reste de ta vie. Moi, ma blonde, mes enfants m'ont pas vu. J'arrivais, j'étais brûlé, je me couchais, je recommençais le lendemain. Est-ce que, justement, c'était un peu difficile du temps que tu étais avec les Grandes Gueules ou que... Bien là, tu es encore très occupé, mais je veux dire, est-ce que ça a été difficile de moins voir un peu la famille, les enfants et tout? Parce que, bon, c'est sûr qu'il faut avoir un équilibre dans la vie, mais avec les responsabilités que tu avais, j'imagine que ce n'était pas toujours facile d'être avec eux. Bien, moi, je porte une importance particulière à ma famille puis à ma blonde. Fait que je trouve des moments pour qu'on puisse se retrouver. Comme par exemple, là, ils ont 15 et 18 ans, mes enfants. Donc, eux autres aussi sont occupés, ils travaillent, ils vont à l'école. Fait qu'on essaie... Les 4, on est très contents quand on réussit à se retrouver autour d'un souper. C'est là que ça se passe. Parce que le matin, chacun a sa vie, puis ça va vite. Chacun a sa routine. Oui, exactement. Mais le soir, comme hier soir, on est allé souper au resto, les 4, puis on était contents, puis on se racontait nos... Mais c'est cool aussi parce qu'on s'ennuie un peu les uns des autres. Oui. Ça, c'est toujours bon. Tu t'ennuies de quelqu'un, il faut que tu acceptes ça parce que ça va être meilleur quand tu vas le retrouver. Effectivement. Et bon, là, je le répète, tu fais plusieurs projets en ce moment et tu en as fait beaucoup dans les dernières années. Tu étais très occupé, disons-le. Qu'est-ce qui te motive à chaque jour? Qu'est-ce qui fait que tu te réveilles le matin et tu as le goût de faire tous ces projets?
J'ai toujours été comme ça. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu 1000 projets. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que, en fait, oui, je sais. C'est que moi, je suis un créatif. Ma raison de vivre, là, c'est créer. Je le dis dans mon livre, d'ailleurs, ma mission de vie, moi, c'est créer pour faire vibrer les gens. OK. Quand je réussis ça, que ce soit par des chansons, que ce soit dans une animation, les gens ont ri, les gens ont été touchés, même avec le livre, je reçois des commentaires, je reçois des témoignages. Puis c'est sûr qu'avec le livre, c'est 100% moi. Je me mets tout nu là-dedans dans le livre, puis je me dis, c'est sûr que quand les témoignages arrivent, ça me touche d'autant plus parce que je peux pas me cacher derrière une émission de télé, une émission de radio ou d'autres partenaires de travail. Là, on va parler de ton livre un peu plus tard. Mais là, je veux vraiment y aller aspect créativité, parce que tu es quelqu'un qui crée énormément. Mais non, pas de problème. Tu es quelqu'un qui crée énormément, qui fait beaucoup de projets. Comment tu fais pour justement avoir toute cette créativité en dedans de toi? Est-ce que tu fais du brainstorming? Est-ce que tu rencontres des gens? En fait, la créativité, c'est un muscle. OK. Wow. Oui, c'est un muscle que tu entraînes. Puis plus tu y fais confiance, puis plus tu l'entraînes, puis plus tu te fais confiance, plus tu es créatif. Est-ce que tu as un truc justement pour entraîner ce muscle de créativité-là? Bien, la première affaire, c'est d'arrêter l'auto-sabotage. Parce que dans un brainstorming, par exemple, une pluie d'idées, le non n'existe pas. Tu fais comme, OK, oui, on peut faire du pouce sur cette idée-là. C'est peut-être pas l'idée dont on a besoin, mais y a-t-il quelque chose à tirer de ça? Ça, c'est un vrai brainstorm. Parce que quelqu'un qui dit non dans un brainstorm, quelqu'un qui est habitué de faire un brainstorm, dit, hey, t'as pas le droit de dire non, toi. Non, tu fais quoi? On est dans une pluie d'idées. Donc, on peut s'auto-saboter en disant, ah non, je peux pas faire ça. Mais si tu te dis, non, je suis en brainstorm, là. Je suis pas en train de régler le sort d'univers, là. Là, moi, je suis constamment dans cette idée-là. C'est inspirant de s'interdire, de dire non, de se mettre à écrire, de dire je vais faire ça, je pense à telle affaire. Et même si on pense que ce n'est pas bon, vaut mieux l'écrire et peut-être que ça va nous faire penser à quelque chose qui va être meilleur. La preuve avec la musique, OK, les chansons. Moi, c'est mon partenaire qui dit ça, Christian Sbroca, avec qui je travaille beaucoup, beaucoup. Il dit, t'es excellent pour faire des premiers jets. Parce que on se connaît assez pour ne pas se juger. Plutôt de dire, ça, j'aime moins ça. Ah, ça, c'est bien, on pourrait... tu sais. Donc, on a un flash sur un sujet particulier, on veut faire une chanson là-dessus. Moi, je me lance. Puis j'envoie des lignes. Puis, tu sais, j'y vais, là, je fonce. Je l'envoie à mon partenaire. Puis là, lui, après ça, tu sais, il peut dire, ouais, telle affaire, oui, telle affaire, non. Puis après, on bâtit là-dessus. Je sais très bien que ce que je suis en train de faire là, c'est pas une maison finie. Là. Je suis en train de faire une fondation. Puis après ça, il faudra... Et ton livre, bon, il y a plusieurs centaines de pages. Tu as commencé par faire un premier jet. Et c'est ce qui fait que tu l'as lancé le 24 septembre dernier. Justement, d'où t'es venue l'idée d'écrire un livre intitulé « Être l'artiste de sa vie ». C'est quand même inspirant comme titre. Je ne l'ai pas lu encore, ton livre, mais ça pique la curiosité. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Richard Turcotte, l'animateur de renommée, a voulu écrire un livre sur le bonheur? Bien, en fait, quand j'ai fait la mise en scène de Beatles Story, le producteur, c'est Marc Gervais. C'était Marc Gervais. Oui, C'est Marc Gervais, le conférencier. Puis, je disais, Marc, moi, souvent, tu sais, j'invite des chums à la maison, on soupe, puis tout ça, puis je me retrouve souvent à donner des conseils. Je sais pas pourquoi, mais en discussion, tout ça. Puis souvent, ces chums-là me rappellent plus tard, me disent, hey, quand il est arrivé telle affaire dans ma vie, là, sais-tu quoi? J'ai pensé à toi. Puis j'ai fait ce dont on s'était parlé, puis ça a marché. Wow. Là, je dis, il y a peut-être quelque chose là-dessous. Donc, de fil en aiguille, je dis ça à Marc, puis je dis, moi, je pense que j'aimerais ça faire des conférences. Il me semble que j'aurais quelque chose à partager. Puis il a dit, ben oui, je te vois faire ça. Mais après ça, je suis tombé dans le jus avec l'émission Ça commence bien le matin. Donc, je me levais à 3 h du matin, puis après ça, je m'en allais faire les grandes gueules l'après-midi. Fait que j'avais un horaire militaire, là, tu sais, c'était T'avais presque pas de vie, là. Non, c'est vrai. Puis il fallait vraiment être militaire, là, concentré, puis... Mais quand ça commence bien à terminer, là, hop, je suis tombé, tu sais, j'avais un petit peu de temps. Fait que je suis revenu à la charge à Marc Gervais, puis il a dit, ben oui, je te l'ai dit, c'est oui. Je fais, OK, mais comment ça fonctionne de faire des conférences, là, tu sais? Ben, il faut que tu écrives un livre. Je dis, OK. Oui, il dit, ça, c'est ton diplôme, c'est ta Bible pour aller faire des conférences. Effectivement. Je dis, OK, ça me prend un éditeur. Il dit, attends, je texte mon éditeur, je t'en reviens. C'est beau, il accepte. Fait qu'il écrit ton livre. OK, je fais quoi? Là, la première question, je me suis dit, c'est, je suis quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai à offrir?
Puis ça m'a pris du temps à l'admettre, mais moi, je suis un artiste, Ouais. je suis un Non, on créatif. se pose souvent la question, toi qui es habitué d'animer, de communiquer de manière orale, tout à coup de décider d'écrire, même si tu avais fait déjà de la mise en scène, d'écrire quand même une grande brique sur sa vie, sur le bonheur, c'est quand même quelque chose. Ouais. Et justement, le titre de ton livre, comme je te l'ai dit au début, Ouais. ça a piqué ma curiosité. J'ai envie de te demander, c'est quoi être l'artiste de sa vie? C'est de prendre le contrôle, en fait, de sa vie. C'est simplement, tu sais. C'est de décider ce qu'on va en faire. C'est de décider quelle couleur on va mettre dans notre vie. Puis je le prends sous différents angles dans le livre. Entre autres, je dis que chez soi, dans notre maison, il faut être un designer d'ambiance intérieure. Parce que faut être le leader de l'ambiance que chez nous. Vous avez déjà remarqué, sûrement, vous entrez dans une maison qui est exceptionnelle. Belle, belle, belle. Tu sais, tu regardes ça, tu dis « Wow, c'est incroyable ». Tu rentres dedans, le cœur te serre, l'estomac, tu dis « Je me sens pas bien ». C'est pas parce qu'elle est belle ou pas belle, je fais une image, là. Bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison qui est pas cool, qui est pas sain pour, en tout cas, nos valeurs à nous autres. Bien, ça, pour moi, c'est un rôle qu'on doit se donner, d'être leader de « Y a-t-il une bonne ambiance chez nous? » Sinon, comment je peux faire pour créer une belle ambiance? Surtout si vous avez des enfants, vos enfants vont grandir dans un espèce de sentiment de sécurité, de zénitude. Puis vous allez voir que même, mettons les enfants plus jeunes, moi, sont ados, là, mais ils vont être bien plus calmes si vous créez une ambiance. Puis il ne faut pas que ce soit une ambiance artificielle, mais je te donne un exemple. Mais c'est d'être naturel dans l'environnement qu'on veut créer, dans le fond. Oui, mais il faut investir de notre énergie là-dedans. OK. Des fois, on laisse ça aller, puis tu rentres chez vous, puis tu fais comme... Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Mais ça, c'est des petites choses, tu sais. Je te donne un exemple. Je suis arrivé chez nous l'autre fois, puis c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est parce que je vous parle d'un cas qui m'occupe. Je rentre chez nous, ça va pas bien. Écoute, là, je sens que le monde se chicane, puis tu sais, puis tout le monde est à fleur de peau, là, tu sais. Je me dis, voyons, ma journée n'était pas pire, moi. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Fait que je me dis, non, je n'embarque pas là-dedans, je reste zen, tout ça, je donne des becs, tout ça. Je vais mettre un peu de musique, pas trop fort, tu sais, pas trop agressive non plus. Hein? Juste pour créer une petite ambiance. Verse un verre de vin à ma blonde, tamise les lumières juste un peu pour, tu sais, prends le contrôle un peu de la bouffe. Hey, écoute, ça a changé, là, tout. 2 minutes, je venais déjà de prendre le contrôle un peu de l'ambiance pour faire comme, OK, c'est beau. Visiblement, vous avez les nerfs à vif. Je suis capable de le prendre aujourd'hui, ça, je vais m'en occuper. Ce sont des petits gestes simples que tu as faits, mais qui ont fait tellement une grande différence. C'est ça, dans le livre, là, je parle beaucoup du quotidien. Parce que le quotidien, ça le dit, il faut que tu travailles là-dessus presque à tous les jours. Mais de l'autre côté, le quotidien peut être hyper traître. Parce que si tu laisses aller des choses qui sont minimes entre deux personnes, comme par exemple, moi, ça fait 22 ans que je suis avec ma blonde. Puis ça peut être en amitié aussi que ça arrive, là, peu importe avec qui tu as une relation amicale. Si tu laisses aller des choses, ça arrive petit à petit. C'est insidieux, là. Ça se passe tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, mais ça éclate entre deux personnes. Tu te dis, oui, mais il n'y a rien arrivé de majeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il faut aller creuser loin pour dire, ah, OK, le point de départ du problème entre nous deux, il y a 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou plus. Puis ça a créé une petite distance qui, à un moment donné, fait éclater quelque chose. Wow. Écoute, merci Richard. Plaisir. C'était très inspirant. J'aimerais ça parler 1 heure, 2 heures, 3 heures avec toi. Malheureusement, l'émission est juste 30 minutes, mais je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, qui ont été inspirés par notre entretien. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, effectivement, il y a la page Facebook Richard Turcotte. Tu es animateur pour l'émission Les pires chauffeurs québécois à Z-Télé. Également aussi, Les Grandes Gueules s'animent à Télétoon la nuit. Je ne savais pas que tu faisais ça. Je joue mon propre rôle. Bon, j'ai très hâte de voir ça. Et effectivement, ton livre « Être l'artiste de sa vie » qui est en vente dans toutes les librairies. Oui, puis c'est pour tout le monde. Là, pas besoin d'être un artiste pour lire ça, là, vraiment pas. Merci, Richard. Plaisir, merci. On est maintenant rendu avec la capsule du coach avec Normand Laudiac. Bonjour, Normand. Bonjour, Ced. Toute une entrevue que j'ai eue avec Richard, à un moment donné, j'étais comme tellement inspiré, j'ai dérogé de mon entrevue, puis je ne faisais que l'écouter. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce communicateur en lui? C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de choses à partager. Je l'ai écouté en arrière, puis qu'est-ce qui est drôle, il y a un lien direct entre son texte à lui et ma capsule à moi. Il parle, en fond, de créativité, de vraiment être créatif, puis de ne pas se limiter par nos saboteurs. Puis c'est donc drôle, dans le fond, qu'on est exactement aligné en termes de contenu. Tout un monsieur.
Et effectivement, aujourd'hui, tu vas nous apprendre comment se faire plus confiance. Lui, justement, c'est quelqu'un qui déborde de confiance. Tu le vois, là, c'est écrit confiance partout. Justement, qu'est-ce que tu remarques chez Richard qui le rend si confiant que ça? Mais il a dit une chose, hein? Il déborde de confiance, mais il y a des saboteurs. Il a pu les adresser. Il a pu, dans le fond, voir qu'il y avait des limitations, y faire face honnêtement. Puis justement, c'est que j'enchaîne en disant que les gens, à la fin de leur vie, regrettent rarement qu'est-ce qu'ils ont fait, ou ils regrettent même pas qu'est-ce qu'ils ont mal fait. Ils regrettent qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont un tas de projets, ils ont un tas d'idées, puis non, pourquoi? Ils n'ont pas confiance en eux. Mais au Ils ont moment du peur. dernier souffle, c'est j'aurais donc dû mais- passer plus de temps avec la famille ou faire tel projet que j'aurais voulu faire. Parce que les gens ont peur d'échouer, ont peur d'avoir mal, puis pourtant, il y a tellement de ressources dans l'échec. Avoir peur d'avoir mal, voyons donc. C'est que, justement, tu peux l'adresser. Dans mes conférences, je dis tout le temps 3 énoncés. Je parle de confiance. 3 énoncés. Les 2 premiers énoncés, le monde dit oui, puis le troisième, ils disent non. Le succès est basé sur des bonnes décisions, oui, Normand. Les bonnes décisions sont basées sur l'expérience, oui, Normand. Puis l'expérience est basée sur l'échec, non. Les gens ne veulent pas échouer. Pourquoi? Ils ont peur d'avoir mal, puis c'est là qu'ils tuent les projets. Effectivement. Donc, comment, justement, concrètement, on peut apprendre à se faire plus confiance, que ce soit au travail, dans notre business ou même avec une relation amoureuse? Comment on peut être confiant envers nous? C'est ça, dans le fond, des gens en coaching qui viennent me voir et ils disent Normand, ça fait 2-3 ans, je ne suis pas heureux dans mon travail. OK. Relation de couple, ça fait 1 an et demi, Norm, je ne vais nulle part. Sur le plan personnel, même chose. Comment changer ça? Première chose, puis il le dit, écouter sa voix. Faire confiance à son intuition. Pas la petite voix fatigante des saboteurs, là. Ouais. La voix qui est ici, l'intuition. Écoute les gens lors d'un souper, par exemple, des soupers avec sa famille et tout. Là. Ouais. Les gens vont dire j'aimerais donc ça faire ça. Et j'aurais aimé ça être ça. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font pas. Ils procrastinent, puis ils procrastinent. Puis le plus bel exemple, je pense que tu le sais, c'est mon exemple à moi. Moi, j'étais directeur pour une pétrolière, pour ne pas la nommer. Puis gros salaire, gros standing, Est du Canada. Puis à un moment donné, j'approchais à la cinquantaine, puis je me disais, oh non, moi, ça ne m'arrivera pas de me regretter de ne pas avoir fait des choses que je voulais faire. Je voulais vraiment me réaliser. Et là, j'ai voulu être coach, conférencier, formateur. Auteur de mon livre, je ne pensais pas. Là. Puis je me disais, je vais le faire. Et là, c'est là qu'on va rencontrer des gens autour de nous qui nous aiment, mais c'est des états noirs. Puis il y a 3 types de ces gens-là. Quand j'ai dit, moi, tu es coach, conférencier, formateur. Oh! Au Québec, là, il y en a 400-500. Ouais. Puis tu vas avoir de la misère, Normand. Fait que les premiers gens qui t'aiment, qui vont voir Ils t'éteindre, sont les plus proches de toi. Ils disent souvent, c'est ces gens-là. Puis ils vont dire, la première affaire qu'ils vont dire, Normand, ça ne marchera pas. Puis là, je disais, ouais, mais ça fait quelques mois, puis je remplis mes salles au Parler, c'est qu'on s'est vu. Ouais. Je remplis mes salles. Fait que les premiers disaient, ça ne marchera pas. Les deuxièmes disaient, oh non, ça ne durera pas. Ouais. Puis là, ça fait quand même une dizaine d'années que je fais ça, puis je gagne très bien ma vie. Ou Fait c'est ça, il aurait pu dire aussi, c'est pas payant. Ça, c'est le début, mais ça ne marchera pas, ça ne durera pas. Puis quand tu dis, ça fait 8-10 ans que je fais ça, tu étais chanceux. Et ça, c'est les 3 états noirs que tu vas rencontrer, puis les gens vont rencontrer quand ils vont vous voir sortir de leur bulle. Donc, quelqu'un qui nous regarde à la maison en ce moment, qui se dit comment je peux avoir plus confiance. Oui, OK, c'est de démarrer des projets qu'on a réellement le goût de faire et de se dire si quelqu'un dit des choses négatives ou si justement un petit côté ici me dit des choses négatives, il faut y aller pareil. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Cédric, tu parles dans le fond de la petite voix en arrière. Là. C'est justement pas là qu'il faut être. Dans le cérébral, dans le cognitif, dans le rationnel, il ne faut pas être là. Il faut être ici. Quand ça te parle, puis ça revient, puis la vie te parle à un moment donné, tu dis, me semble, j'aimerais ça, c'est là qu'il faut que tu prennes racine là-dessus. Un conférencier que j'aime beaucoup, un conférencier américain, Les Brown. Les Brown, dans ses conférences, il disait, ils ont fait des recherches pour savoir les richesses les plus précieuses, enfouies dans le globe terrestre, c'était où? Quelqu'un a dit, les diamants en Afrique. Bonne idée, mais ce n'était pas la bonne réponse. Les mines d'or en Abitibi. Bonne idée, mais ce n'était pas ça. Et tu vas aimer ma réponse. Les richesses les plus précieuses sont enfouies où? Dans les cimetières. Parce que c'est là qu'on voit les livres qui n'ont pas été écrits, les projets qui n'ont pas vu le jour, les amours qui n'ont pas été réalisés. Pourquoi? Parce que les gens se disent « Oh non, oh non, oh non, écoute ta voix. C'est quoi tu veux faire aujourd'hui? C'est quoi tu veux faire pour te réaliser? Tu le sais très bien. Vas-y. » Je termine en disant une chose. Wayne Dyer, dans son livre Le Virage, il a fait un film de Shift. Super bon film. Et à la fin, il va dire la phrase, puis c'est là-dessus que je veux vraiment que les auditeurs comprennent la confiance en soi. Nous sommes seulement à une pensée,
à une action de changer notre vie. Pourquoi pas aujourd'hui? C'est maintenant la fin de l'émission, mais avant de vous laisser, chers téléspectateurs, je vous avais promis de vous lancer l'invitation à une conférence. Et justement, ça va avoir lieu le 28 octobre prochain, le mercredi, au Club Soda. Il va y avoir une conférence intitulée L'Expérience Millénia. C'est une jeune entrepreneur de 21 ans qui a fondé ce projet-là il y a quelques mois. Et cette conférence-là, il va y avoir des invités de marque, dont Geneviève Borne, Ève Landry et notre invité qu'on a eu aujourd'hui, Richard Turcotte, pour seulement 45 $ le billet. Vous avez du contenu exclusif, offre spéciale pour les participants, photos, interactivité avec les invités, première consommation gratuite, bouchée et même prix de présence. Donc, je vous dis, c'est un événement à ne pas manquer parce que, bon, c'est une conférence, mais pas comme les conférences qu'on est habitué de voir. Ça se fait en 2 segments. Donc, premier, c'est une entrevue avec les invités et l'animatrice avec la co-animatrice. Mais un peu plus tard, les gens vont pouvoir réseauter et parler avec ces invités-là. Donc, ça crée vraiment un échange après l'entrevue. Je vous dis, c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et c'est certain que je vais y faire un tour. Donc, je vous lance l'invitation mercredi 28 octobre au Club Soda à Montréal pour 45 $ seulement. Je vais vous laisser sur une petite citation de Tony Robbins, un leader qui est très inspirant aux États-Unis, qui dit « Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout ». Donc, je vous rappelle que vous pouvez visionner nos émissions au www.tvlaval.com ou au www.motivationquebec.com. Et n'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook Motivation Québec. Sur ce, à bientôt, chers téléspectateurs.